si demain tu veux accéder aux différentes solutions de chez Goldman ou de Rothschild, si tu n'as pas minimum 1, 2, voire 5 millions d'euros, ils te regardent même pas. J'ai l'impression qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui commencent à construire un patrimoine et qui n'ont pas la notion de la gestion des finances qui va avec. Aujourd'hui, tu as énormément d'épargne au cœur, on va dire, des patrimoines du français. Tu as pratiquement 6 000 milliards, c'est le double de la dette. Donc déjà, tu montes en gros pratiquement à 5% de frais, déjà à l'année. Et je t'ai pas rajouté frais d'arbitrage, frais de versement. En fait, tu es à zéro. Et ça, c'est problématique. Un conseiller bancaire, il a été malheureusement formé pour vendre des produits, le plus de produits possible. On m'a présenté un produit dans ma banque à 5% capital garanti. Le problème de ce produit-là, c'est que oui, la première année, tu vois que le capital est garanti, mais au bout de la deuxième année, tu pouvais toucher zéro. Valmontis, c'est un cabinet indépendant né d'une conviction simple. La gestion de fortune ne devrait plus être réservée à une minorité. Et c'est aussi le podcast qui emporte la vision. Rendre l'investissement, le patrimoine, le rapport à l'argent plus lisible, plus désirable et plus accessible. Aux commandes, Ilan Chichportich, formé entre banque privée, family office et conseil patrimonial, il choisit de quitter l'un des cabinets les plus reconnus d'Île-de-France pour créer sa propre structure. Son idée, prendre le temps là où la banque va vite. Construire une stratégie là où certaines plateformes vendent surtout des produits. Et accompagner une nouvelle génération de clients qui veulent comprendre ce qu'ils font de leur argent sans avoir à pousser la porte d'une banque privée. Immobilier locatif ou SCPI? Je dirais immobilier locatif si on s'y connaît dans l'immobilier, c'est-à-dire on aime dénicher, on aime aller chercher des beaux produits, on aime ça. SCPI si on veut vraiment de la tranquillité. PER ou assurance vie? Assurance vie, plus liquide. Or ou Bitcoin? Je dirais or. Private equity ou marché coté? Private equity, si on a un horizon de temps qui est aussi long que si on avait investi sur les marchés cotés. Le compte titre ou le PEA? PEA, parce que la fiscalité est avantageuse. Les actions ou les obligations? Les actions, parce que historiquement, ça a généré plus de rentabilité. Investir dans Paris, en termes immobiliers, ou investir en région? Moi, j'ai grandi à Paris, donc je vais toujours te dire Paris, même si aujourd'hui, en tout cas, les rentabilités sont moins intéressantes. Mais je suis un grand fan de Paris et je trouve qu'on est encore sous un potentiel qui n'a pas encore atteint son plafond de verre. Plutôt diversification ou concentration? Diversification. Tu préfères garder du cash ou tout investir? Un peu des deux, là. Il faut garder un peu de cash, on peut avoir des opportunités, que ce soit dans l'immobilier, etc. Mais je dirais, voilà, garder 20-30% de cash et réinvestir 70%. Tu préfères le conseiller humain ou le robot advisor? Le conseiller humain, sinon on ne serait pas en face tous les deux aujourd'hui. Bonjour Ilan. Salut Timothée. Ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Donc aujourd'hui, comme je te l'ai dit, on va parler de différents sujets qui tournent autour de la gestion de patrimoine. Tu vas pouvoir nous donner ta vision, aussi présenter Valmontis, nous expliquer un petit peu ce qui a changé, pourquoi tu as créé Valmontis. Et du coup, c'est le cœur de ma première question. Ma première question, c'est pourquoi tu as créé Valmontis? Parce qu'auparavant, tu étais dans l'un des plus gros cabinets d'Île-de-France en gestion de patrimoine. Et je voulais juste savoir pourquoi tu as eu besoin finalement de partir de ce cabinet pour créer Valmontis et apporter peut-être quelque chose que tu ne pouvais pas apporter auparavant. Alors c'est une très bonne question. En fait, moi j'ai voulu monter Valmontis pour une bonne raison déjà, avant tout, c'est l'indépendance. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu fais le tour et que tu as fait tes classes, tu as bossé en banque, tu as bossé dans des cabinets de gestion de patrimoine, tu as bossé dans des family office, et finalement que tu as fait un peu le tour de ta casquette de conseiller en gestion de patrimoine, de conseiller en investissement financier, tu as besoin de voir autre chose. Et moi, ce qui m'anime finalement depuis longtemps, c'est aussi le côté entrepreneurial, c'est pouvoir garder une indépendance totale aussi sur les produits que je vais pouvoir présenter à mes clients, de pouvoir gérer sa propre boîte, gérer ses propres consultants, et finalement d'avoir une autre casquette qui n'est pas uniquement la casquette d'un conseiller. Et ça, c'est hyper important parce que tout le monde aujourd'hui, en fait, peut être conseiller, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as la capacité finalement à pouvoir gérer une structure? Ça, c'est différent et c'est ce qui vraiment m'anime aujourd'hui. Ok. Très clair. Et justement, la question que je me pose, c'est qu'un projet comme ça n'est pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que c'est un projet qui a dû germer petit à petit dans ton esprit. Ouais. Et quel a été l'événement peut-être qui a fait que tu es passé d'une idée à vraiment le fait de quitter ton boulot pour lancer cette nouvelle activité? Quel a été l'élément déclencheur? En fait, l'élément déclencheur qui est arrivé en fait, étape par étape, parce que ça se fait aussi naturellement, c'est à un moment le fait que quand tu vois un peu comment le métier est conçu, quand on te donne un peu finalement toutes les cartes de ce métier-là, tu vois un peu les différentes rétrocessions du métier, le côté un peu finalement obscur un peu du métier, comment finalement en fait les rétrocommissions sont faites dans ce métier-là, et à un moment donné, mais tu te dis mais en fait
pourquoi je travaille autant pour finalement donner autant en fait de marge ailleurs. Et ça a été aussi un élément déclencheur parce qu'au final, tu te dis, moi aussi, je peux le faire, quitte limite à gagner même moins d'argent pour donner un peu plus à mes clients. Voilà. On va reparler des rétro-commissions, c'est un vrai sujet en Bien fait. sûr. Hein. C'est un sujet dont on entend souvent parler, que ce soit auprès des assureurs, des banques et des cabinets. Puis ça va être aussi un sujet global. On va voir si ta position sur le sujet, voir comment, voilà, quelles sont les valeurs de Valmontis, celles que tu défends concrètement. Et du coup, en parlant de Valmontis, toi, comment tu décrirais la chose en quelques phrases à un client qui vient d'être voir? Quelle est sa singularité en vérité? Alors, Valmontis, c'est quoi en rapide? C'est un cabinet de conseil en investissement qui vraiment aujourd'hui se positionne entre, on va dire, les fintech d'investissement classiques, les plateformes qu'on connaît, et les banques de gestion de fortune. Donc, on se met vraiment juste au milieu parce qu'on va chercher un peu les avantages de ces deux univers. Le premier, finalement, c'est les plateformes qu'on connaît très bien, très peu de frais. Ça, c'est hyper cool. Mais de l'autre côté, parfois, tu as des solutions très standardisées, on va te dire ETF, etc. Et de l'autre côté, les cabinets de gestion de fortune, où en général, tu as des produits qui sont hyper intéressants, avec des très bons rapports rendement-risque, un vrai suivi dans le temps, une vraie méthode de travail. Mais de l'autre côté, tu as peu d'accessibilité. Donc aujourd'hui, Valmontis, c'est quoi? C'est vraiment l'intermédiaire entre les deux, vraiment le point de base entre les deux. Et c'est comme ça qu'on se définit. Quand tu parles de peu d'accessibilité, tu parles de peu d'accessibilité en termes de moyens financiers, c'est-à-dire que tu dois engager un certain montant minimum pour travailler par exemple avec des grosses banques privées. Et à l'inverse, pour les petites fintech, on va dire que c'est des moyens qui sont parfois très très faibles. On entend souvent Trade Republic à partir de 1 ou 10 euros pour investir. C'est quoi à peu près les montants auxquels on passe chez Valmontis et après le montant auquel finalement on peut aller chez une banque privée concrètement? C'est une bonne question. En fait, tu as très bien en fait, su définir en fait, les deux univers. D'un côté, en fait, les fintech, aujourd'hui, on va te dire super, tu peux investir à partir d'1 euro dans un compte titre Trade Republic. De l'autre côté, si demain tu veux accéder aux différentes solutions de chez Goldman ou de Rothschild, si tu n'as pas minimum 1, 2, voire 5 millions d'euros, ils ne te regardent même pas. Et en fait, quand aujourd'hui tu es un cadre supérieur, une profession libérale et tu es juste en banque privée, le problème, c'est que tu n'as pas l'accessibilité de la fintech et tu n'as pas réellement le vrai suivi d'une banque réellement d'investissement. Et donc, nous, chez Valmontis, alors oui, on peut conseiller des personnes aujourd'hui à partir de 5 000 euros. Et ça peut être des versements en plus complémentaires à partir d'une centaine d'euros par mois. Mais on a déjà évidemment conseillé des grandes fortunes à partir sur des sujets à plusieurs millions d'euros. Et ça, on le fait très bien. Donc vraiment, on touche tout le monde. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant pour nous. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, la question qui me vient tout de suite, et peut-être qui vient aussi aux gens qui nous écoutent, c'est comment toi, aujourd'hui, avec Valmontis, tu peux proposer des produits qui initialement n'étaient auxquels il était possible d'accéder uniquement pour les fortunes qui avaient 1, 2, 5 millions, comme tu le dis. C'est-à-dire, qu'est-ce qui change aujourd'hui? Pourquoi Valmontis peut se permettre d'offrir cette qualité-là de service là où les fintech n'offrent que, entre guillemets, le service pas personnalisé? Comment tu as trouvé cet entre-deux? Et surtout, comment tu fais concrètement en fait? Alors, il y a 2 points essentiels. Le premier, déjà, c'est que nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est que déjà, moi, grâce à mes connaissances du milieu et évidemment, grâce à mes années d'expérience, on a su créer des liens aussi avec différentes banques d'investissement, différents brokers, différents fonds d'investissement. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, nous, ça nous permet d'aller en fait négocier parfois certaines solutions avec eux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va prendre une solution, par exemple, de chez Goldman, que je t'ai cité tout à l'heure. La solution ticket d'entrée, on sait de base, elle est minimum, on va dire, d'1 million d'euros. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le ticket d'entrée à 1 million d'euros. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va découper l'enveloppe et la mutualiser au sein même de nos clients. Donc, toi, Timothée, en fait, tu auras 10 000 euros de cette enveloppe-là. Et un autre ami aura peut-être 50 000 euros sur le produit pour finalement la compléter à la fin. Okay. Donc, au final, tu peux accéder à des produits initialement réservés vraiment au patrimoine, avec un patrimoine finalement assez médian pour les Français. Il me semble que le patrimoine médian, il est quoi? Il est à peut-être 100 000 euros, 200 000 euros peut-être en France? Un peu moins, ouais, on est autour de 100 000 euros à peu près. Voilà. Voilà. Ok, c'est super, super intéressant. Et moi, la question que je me pose du coup suite à ça, c'est aujourd'hui, quels sont les clients que tu accompagnes majoritairement? Est-ce que du coup, ça va être
Et au niveau du patrimoine, on est sur quelle fourchette? Même au niveau de l'âge peut-être? Au niveau de la profession, est-ce que du coup tu touches principalement les cadres? Ou alors est-ce qu'il y a aussi des fois des employés qui sont pas forcément cadres qui peuvent être intéressés parce que tu dis que tes solutions commencent à partir de 5 000 euros. 5 000 euros, c'est un patrimoine qui est atteignable même pour des personnes qui ne sont pas des cadres. Donc comment aujourd'hui elle se compose ta clientèle? Bien sûr. Alors, on a une clientèle évidemment qui s'est un peu, on va dire, construit dans le temps. C'est vrai que si j'avais que des clients aujourd'hui qui avaient uniquement 5 000 euros à investir, en fait, au bout d'un moment, j'aurais trop de clients. Et c'est pas en fait le fait de ne pas vouloir en fait leur apporter du conseil, c'est que j'aurais pas la possibilité en fait de pouvoir conseiller tout le monde. Et ça, c'est hyper important parce qu'un bon conseiller en gestion de patrimoine ne peut pas avoir aujourd'hui 300, 400, 500, 1000 clients, ce qui arrive aujourd'hui en banque. Donc moi aujourd'hui, je vais surtout fidéliser une clientèle qui me fait confiance dès le départ. Et aujourd'hui, c'est vrai que cette clientèle, c'est un peu la même. Ça va être surtout des cadres, des dirigeants, des cadres supérieurs, de professions libérales, qui ont aujourd'hui suffisamment, on va dire, de trésorerie de côté pour se dire que déjà tous les livrets sont déjà pleins. Ils ont déjà mis en place certaines choses avec leur banque et ils veulent vraiment challenger ce qu'ils ont déjà mis en place avec leur banque pour aller voir ailleurs. Et c'est vrai qu'en général, on va dire le ticket moyen aujourd'hui du cabinet Valmontis, c'est autour, on va dire, de 40-50 000 euros. Voilà. D'accord. Donc, on est sur des tickets du coup qui sont beaucoup plus faibles que ce que tu disais avec les banques privées. C'est ça. Là, on tape minimum 1, 2, 5 millions. C'est ça. Et en fait, nous, on part du principe qu'à partir, en gros, de 30, 40, 50, on va dire jusqu'à au moins 1 million d'euros, on peut réellement construire une stratégie digne finalement d'une banque de gestion de fortune. Parce qu'en fait, nous, notre but, c'est pas de faire un one-shot sur un produit. Si demain, toi, Timothée, tu viens me voir, tu me dis, Ilan, j'ai 40 000 euros à investir, je vais pas te dire, Timothée, on va aller choisir juste un produit, une solution, et on va faire all-in sur cette solution. Le but, c'est d'aller chercher surtout de la diversification, te montrer par notre méthode de travail de gestion de fortune comment on va réussir à diversifier ces 40 000 euros sur différentes classes d'actifs. Un peu de private equity, un peu d'oblig, un peu de fonds euros, un peu de dette privée, un peu de titres vifs, un peu de produits structurés. Et ça, aujourd'hui, quand tu as 30, 40, 50 000 euros, nous, on peut déjà le mettre en place. Justement, là, quand tu me dis tout ça, j'ai l'impression qu'en fait, Valentis, c'est assez ouvert à tout le monde en vérité, à tous les types de patrimoine, à toutes les professions. Mais il y a aussi peut-être un sujet de à qui ce n'est pas en fait destiné. Il y a bien certaines catégories de personnes qui ne seront pas intéressées par Valentis. Pour toi, c'est quoi les clients qui ne t'intéressent pas? C'est-à-dire, ils vont venir te voir et finalement, tu vas leur dire ça ne m'intéresse pas, votre dossier. Est-ce que ça arrive déjà en fait? Alors oui, ça arrive. Et c'est pas que ces clients-là ne m'intéressent pas du tout. J'adore en fait échanger de mon métier. Je suis passionné. Je fais énormément d'audits patrimonial, parfois même avec des clients aujourd'hui qui ne sont malheureusement qui ne peuvent pas être conseillés en tout cas par le cabinet pour la simple et bonne raison. Souvent, c'est uniquement parce que je serai en défaut de conseil de les conseiller. Si demain un client vient me voir et il me dit « Ilan, aujourd'hui j'ai envie d'investir même 5 000 euros ou 10 000 euros, mais ces 10 000 euros sont sur mon livret A », moi je serai en défaut de conseil de prendre en fait l'intégralité de son patrimoine peut-être financier pour lui dire ok, on va investir ensemble sur un type de contrat, sur un type de produit, etc. Avant tout, nous, notre travail, c'est par la réglementation, par l'AMF, par l'ORIAS, d'aller proposer un bon conseil et de pas prendre réellement beaucoup de risques finalement par rapport à tout ça. Donc les clients qu'on va pas réellement conseiller, c'est des clients qui sont qu'on ne veut pas en fait conseiller juste parce que en fait ils ont pas assez d'argent, c'est juste parce que en fait ça peut leur mettre en fait en péril si demain ils investissent peut-être l'intégralité de leur liquidité avec nous. Voilà. Intéressant. Et à côté de ça, du coup, quand on devient client chez Valmontis, comment ça se passe en fait dans les faits? C'est-à-dire que moi, je viens te rencontrer, on fait un rendez-vous, qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors ouais, c'est ça, on fait un rendez-vous, là, un peu comme aujourd'hui, toi et moi, on peut être en physique, dans nos bureaux, un peu comme ici. Ça peut être en visio. Alors on fait énormément aujourd'hui de rendez-vous en visioconférence. Alors aujourd'hui on a des clients qui prennent directement rendez-vous sur le site de valmontis.fr et tu prends rendez-vous, c'est simple, une visio, 30 minutes, on apprend à se connaître. Et donc c'est un peu comme ça se passe au début. Nous, notre but, c'est vraiment de connaître vraiment un peu nos clients. En général, si à la fin de ce rendez-vous, on voit que peut-être il y a des éléments sur lesquels ça serait intéressant peut-être de travailler, là, on fait quelques recommandations parce que dès la fin du rendez-vous, notre client, il sait concrètement sur quoi on pourra travailler ensemble. Et ensuite, on fait un deuxième rendez-vous
où là, on présente une stratégie avec les tenants, les aboutissants, les avantages, les inconvénients, vraiment des simulations concrètes. Et le client repart avec l'intégralité de sa stratégie. Et ensuite, troisième rendez-vous, questions, réponses, voir si ça lui a plu ou pas. Et après, voilà, peut-être suivi dans le temps si ça l'a. Et donc tout ça, c'est gratuit, les premiers rendez-vous. Et au départ, oui, tout ça, c'est gratuit pour la simple et bonne raison, c'est que, en fait, on veut montrer au départ à nos clients que on peut leur donner un conseil déjà purement gratuit. Et si, en fait, ce conseil-là est pertinent, en fait, je sais que les clients potentiellement vont me suivre, tu vois. Et ça, c'est hyper pertinent pour nous parce que moi, ça m'est arrivé d'avoir des clients à la fin de ce cycle qui me disent Ilan, finalement, j'ai pas envie d'avancer avec vous parce que voilà, on a eu un projet qui s'est mis entre temps. Je comprends complètement. Mais quand en fait, tu fais un cycle de rendez-vous et que tu vois ce que le client a déjà mis en place et que tu lui proposes finalement mieux avec finalement moins de frais, les mêmes solutions, etc. Il peut que aller avec toi. Donc, à la fin, oui, ce cycle de rendez-vous, il est gratuit parce qu'on sait que le client va nous suivre. Ok. Donc, en fait, là, c'est-à-dire que même pour les gens qui nous écoutent, ils peuvent prendre rendez-vous avec toi, Bien sûr. repartir avec une stratégie. Et aussi, si jamais ils veulent pas continuer, c'est tout à fait possible. Et c'est tout à fait possible. Et moi, ce que je dis à mes clients, si à la fin du cycle, vous n'êtes pas content, en tout cas, vous voulez pas qu'on avance ensemble, déjà, c'est pas très grave. Et on se quittera en tant que bons amis. Les échanges ont été hyper cool. On a appris à se connaître. Et je sais que si peut-être ça l'a un minimum intéressé, peut-être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, il va peut-être repenser à moi, voire peut-être en parler autour de lui, à de la famille, à des amis. Et ça, il n'y a rien de mieux pour nous, tu vois. Bien sûr, oui, c'est bouche à oreille. Bouche à oreille. Très puissant. Ouais. Et du coup, dans les premiers rendez-vous que tu vas faire avec tes clients, qu'est-ce que c'est la première chose que tu vas regarder, y compris sur le patrimoine, quand on vient te présenter le patrimoine, quelle est la première chose que tu vas regarder et peut-être la première question que tu vas leur poser aussi? Je pense que la première chose qu'on va regarder au départ, c'est les objectifs du client. Pourquoi ? Parce que avant de regarder réellement juste des solutions, il faut comprendre en fait comment le client aujourd'hui se comporte déjà finalement par rapport à ses objectifs. Est-ce qu'il en a ou pas ? Parce que des fois, tu as des clients, ils n'en ont pas du tout. C'est à toi un peu de les guider. Mais parfois, en fait, tu as des objectifs réellement à respecter. Et donc, si le client aujourd'hui, il me dit, moi, mon objectif, c'est d'acheter ma résidence principale dans 1 an, ou en fait de penser à la transmission, moi, en fait, la stratégie et les produits que je vais regarder dans son allocation vont être complètement différents. En fait, mon point de vue va être complètement différent. Donc, si en fait, aujourd'hui, il a déjà, je sais pas moi, 6 livrets pleins, un PEL et une assurance vie, et finalement, tout ça, on va dire, tourne pratiquement au niveau de l'inflation, autour de 2%, et que mon client, il me dit, en fait, mon objectif, c'est de récupérer toutes ces liquidités-là à la retraite, je vais lui dire, attends, là, il y a un problème. Tu as un horizon de temps qui est hyper long, mais de l'autre côté, en fait, tu laisses tout sur de l'euro à 2%. Donc, prends un peu plus de risques parce que tu as l'objectif, finalement, qui est de récupérer tes liquidités au moment de la retraite. Donc, finalement, va chercher un tout petit peu plus de risques, tu vois. Donc, les objectifs d'abord. Et ensuite, dès qu'on a, en fait, compris les objectifs du client, on vient vraiment ensuite un peu voir les sous-jacents, les types de solutions, les produits à l'intérieur. Et du coup, quand un nouveau client arrive, généralement, il arrive avec une stratégie préconstruite, souvent un peu fait maison, de ce qu'il a pu entendre autour de lui, ou même parfois de ce que son banquier a pu lui conseiller. Toi, généralement, qu'est-ce que tu repères? C'est quoi les premiers trucs qui sautent aux yeux? Est-ce que ça va être par exemple les frais, les produits un peu étranges, on ne sait pas où c'est, on ne sait pas en quoi on investit. Globalement, qu'est-ce que tu repères un peu avec tes clients? Alors, il n'y a pas de produits étranges, heureusement, parce que chaque produit aujourd'hui est hyper bien référencé. Tu sais, tu as des codes ISIN, et le code ISIN, c'est un peu le matricule du produit, donc c'est très facile pour nous un peu de les retrouver, surtout que aussi c'est notre métier, donc pas de produits bizarres. Maintenant, en fait, on a beaucoup de clients qui n'ont parfois pas de stratégie, ou en fait, ils ont une stratégie qui est complètement dispersée. C'est-à-dire qu'ils vont avoir avec leur conseiller A une stratégie full action, avec un autre une stratégie, par exemple, avec 70% d'actions et un peu d'euros, et un autre avec typiquement peut-être un banquier, une stratégie avec finalement peut-être que de l'obligation. Mais en fait, il n'y a pas de lien entre les différentes enveloppes. Et ça, en fait, c'est problématique. Donc, en fait, nous, qu'est-ce qu'on va surtout regarder avec le client ? C'est surtout, en fait, comprendre s'il y a une vraie cohérence dans toutes les enveloppes qu'il a mises en place, que ça soit du livret A juste au compte titre, en passant par, je sais pas moi, l'assurance vie. Et si finalement, on trouve un lien, en fait, entre ces enveloppes-là,
Là, finalement, nous, ça nous permet de dire en fait à nos clients, là, super, on n'a pas besoin de faire d'autres rendez-vous parce que la stratégie est déjà pertinente. Maintenant, si on voit qu'il y a une incohérence, là, notre travail, c'est de lui dire, voilà, là, ça vaut le coup de faire un deuxième point, de présenter une stratégie. On va juste remodeler quelques éléments. On va pas tout supprimer parce qu'il y a des choses qui ont été bien mises en place. Et nous, on va juste restructurer un peu le patrimoine financier, voire immobilier. Donc, ce que tu vois souvent, en fait, des problèmes d'allocation plus que des problèmes de choix d'actifs en vérité. C'est-à-dire que des fois, voilà, c'est un peu alloué. En fait, demain, que tu sois sur, je te donne un exemple, mais le Comgest Monde ou un autre produit qui va, on va dire, avoir le même type de sous-jacent, c'est exactement la même chose. Que tu sois chez Carmignac, en fait, le client, il s'en fout un peu de ça, tu vois, le type de maison de gestion que tu vas chercher, etc. Maintenant, le client, lui, ce qu'il veut comprendre, c'est pourquoi tu as choisi cette solution-là, en fait, ce fonds, et ensuite comprendre si ce fonds répond à son objectif. Et ça, c'est hyper intéressant pour nous, tu vois. C'est d'aller vraiment creuser un peu le fond de tout ça. Et justement, donc là, on a parlé un petit peu de ce qui se passe du coup avant aussi que ces personnes deviennent tes clients. Mais une fois que c'est devenu tes clients, comment se met en place le suivi? Est-ce que c'est un suivi qui est mensuel? Est-ce que c'est bimensuel? Est-ce que c'est tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans? On sait que, par exemple, moi je prends l'exemple aussi de mes parents, tu vois, Bien qui sûr. eux gèrent leur patrimoine vraiment auprès de leur banque, et ils ont voilà, leur conseiller, et c'est un rendez-vous peut-être tous les ans s'ils sont curieux. Est-ce que toi, il y a un suivi plus approfondi avec ta solution? Alors oui, il y a un suivi plus approfondi, ça c'est sûr. Déjà, nous, on a un métier, enfin, encore une fois, qui est très réglementé. On doit faire minimum un point par an, et je trouve que c'est pas assez. Ah, c'est la règle, minimum un point par an Ouais, de votre métier. on est obligé de faire minimum un point par an avec nos clients. En plus déjà des 3 rendez-vous qu'on aura fait, parce que là, en fait, on n'aura pas encore commencé à travailler ensemble, mais on doit faire minimum un point par an. Ça, c'est plein de cabinets. Alors, il y en a plein de cabinets qui le respectent, et c'est très bien, mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, un point par an, ça suffit pas. En fait, déjà, tu peux pas te démarquer en faisant un point par an. Alors, tu as des clients aujourd'hui qui veulent pas être dérangés aussi, hein. C'est-à-dire, ils te font confiance, ils te disent, voilà, Ilan, moi, si aujourd'hui je te fais confiance, c'est parce que je veux une tranquillité, etc. Maintenant, il ne faut pas oublier que oui, le client, il faut le laisser tranquille, mais quand il y a des choses à réarbitrer, etc., il faut prendre le téléphone et il faut lui expliquer pourquoi ça se passe mal. Et nous, notre travail, en général, en une année, c'est rare que finalement tout se passe hyper bien. Il y a souvent des changements. Là, on le voit très bien, hein, entre ce qui s'est passé sur l'année 25 plus là 26, il y a beaucoup de changements. Entre les annonces de Donald Trump, même en France, politiquement parlant, là, le détroit d'Ormuz en ce moment, etc. En fait, il faut quand même prendre le téléphone, expliquer à ton client, et ça, c'est hyper important pour nous. Alors oui, il y a des clients avec qui je fais parfois 5, 6, 7 points par an, même de 5-10 minutes, hein, juste des fois, un petit récap un peu de la situation, et d'autres, évidemment, un peu moins. Voilà. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, notamment sur les périodes de crise. Toi, comment tu gères ces périodes de crise? Parce qu'on sait qu'en fait, la vérité, c'est que généralement, c'est perdant pour tout le monde. Ouais. C'est-à-dire que peu importe les produits que tu as sélectionnés, enfin, l'immense majorité du temps, sauf si tu as pris uniquement des obligations ou du fonds euro, Bien généralement, les rendements vont baisser, on va voir des moins-values, on va voir du rouge. Toi, comment tu gères ça? Et surtout, comment derrière, tu l'expliques aux clients, ce genre de phase où voilà, tout est baissier et tu peux rien en vérité. Déjà, c'est important de prendre encore une fois le téléphone, d'expliquer à tes clients. Parfois, en fait, ils vont même pas eux-mêmes le faire. Ils vont même pas regarder, ils vont même pas s'intéresser. Mais juste voilà, encore une fois, de prendre le téléphone, d'expliquer à ton client, voilà, pourquoi en ce moment les marchés ont fait moins 5, pourquoi aujourd'hui l'action LVMH a fait typiquement pratiquement moins 50%. Et ça, c'est au moins intéressant pour garder la crédibilité que tu lui as donnée dès le départ. Tu vois. Donc, ces moments-là, évidemment, c'est pas alors je dirais pas c'est les plus faciles, mais nous, on est habitués. Et en fait, on explique toujours à nos clients leur objectif du départ. Et tu sais, les fameux objectifs du premier rendez-vous. Et si finalement, en fait, on voit qu'il y a eu des marchés qui ont baissé et qu'on a une allocation, je te dis une bêtise, avec 70% en capital garanti et qu'on a pris un risque uniquement sur 30% et que sur ces 30%, les marchés, ils ont un peu baissé, il ne faut pas oublier que ton horizon de temps, peut-être dans la stratégie, c'était 5 ans ou 10 ans sur ces fameux 30%. Et donc, ce n'est pas très grave. Parce qu'on sait qu'à un moment donné, les marchés vont revenir peut-être à leur niveau et qu'il faut se laisser le temps, tout simplement. Donc, c'est d'expliquer les choses, d'être hyper pédagogue avec ton client et de ne pas attendre que ce soit le client qui t'appelle
parce que, en fait, c'est à toi de toujours penser à eux. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse plutôt. Moi, je suis un investisseur, mais vraiment particulier. Super. Souvent, ce que j'entends autour de moi, c'est un peu que les frais, c'est quelque chose d'assez essentiel aussi dans la performance. Il n'y a pas que les produits. Il y a aussi ce côté-là où un produit parfois peut être bon, mais à partir du moment où les frais sont trop importants, en fait, ça rogne la performance jusqu'à des fois être presque flat en fait sur sur un horizon de temps qui est pourtant long. Donc là-dessus, toi, quelle est ta relation par rapport à ça? Est-ce que tu vas souvent débusquer ce genre de produits un peu à fort frais pour les remplacer aussi dans la stratégie de tes clients? C'est le cœur de mon travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que la plupart des clients qui m'ont fait confiance au départ, c'est uniquement parce que je leur ai exposé la réalité en face d'eux. C'est-à-dire que on a pris leur relevé d'assurance vie, leur contrat. Et dans ce relevé, tu as tous les éléments de leur assurance vie, les frais, les types de support, la rentabilité qu'ils ont générée, etc., les frais d'arbitrage, etc. Et en fait, quand tu fais une étude complète sur tout ça, en fait, le client arrive à comprendre pourquoi son contrat il n'est pas si performant que ça. Donc déjà, on fait une analyse, tu vois, on comprend. Et ensuite, quand aujourd'hui tu es dans une banque classique, malheureusement c'est comme ça, la banque, elle a beaucoup plus de charges qu'un cabinet comme le nôtre. Nous, peut-être, on va pas aller voir une banque, on va aller voir un assureur. Donc on retire évidemment encore une fois des intermédiaires. Tu as des banques qui travaillent avec des assureurs, nous on travaille directement avec l'assureur. Donc ça permet de retirer un intermédiaire. Et en plus de ça, en fait, le problème, c'est que oui, tu vas avoir beaucoup plus de frais. Tu vas avoir des frais d'entrée, des frais de sortie parfois, des frais d'arbitrage, des frais de versement. Ça peut être dans le contrat, par exemple, d'assurance vie. Et nous, ce qu'on va faire, c'est essayer de trouver un contrat peut-être qui est mieux, avec beaucoup plus de choix. Et derrière, de retirer, en tout cas, le maximum de frais pour nos clients. Comment tu le chiffres ça? Parce que souvent, moi, quelque chose que j'entends souvent, c'est un peu ce côté-là de t'as que 1% de frais, En fait, on se dit que 1 ou 2%, c'est rien. Mais comment est-ce qu'il faut voir la chose et quel est le coût réel, par exemple? Imaginons qu'aujourd'hui, j'investisse 100 000 euros sur une assurance vie qui a, par exemple, 3% de frais par an. Je pense que c'est énorme, 3% de frais par an. C'est la moyenne basse, je dirais. C'est la moyenne basse. C'est la moyenne basse parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'en moyenne, dans un contrat d'assurance vie, tu es entre, on va dire, 0,7 et 1% de frais de gestion déjà du contrat, que vous soyez dans n'importe quel type de banque privée ou banque plutôt traditionnelle. En plus de ça, parfois, aujourd'hui, tu as encore des banques qui te mettent des frais d'entrée. Donc, ça peut monter de 1 à 2, voire 3%. Mais prenons 1, imaginons. Donc là, on va dire déjà à 1,7, 2%. En plus de ça, tu as les frais de gestion de l'unité de compte. C'est-à-dire que si demain, tu as choisi le fameux Comgesmonde ou le BNP Aqua Classique, en fait, tu vas avoir des frais sur ce fonds-là, eux qui vont être environ de 2, 2,5, voire 3%. Donc déjà, tu montes en gros pratiquement à 5% de frais déjà à l'année. Et je ne t'ai pas rajouté les frais frais de sortie, ça reste assez rare aujourd'hui. Frais d'arbitrage, frais de versement, ça peut monter à 0,5, 1%. Donc si en fait, à la fin de l'année, déjà, ton fonds, il n'a pas fait 6% par an, en fait, tu es à 0. Et ça, c'est problématique. Okay. Donc ton fonds, finalement, il doit faire minimum, en gros, 6% par an pour que tu fasses 0. Et pour que tu fasses 5 ou 6% par an, en fait, on dit souvent, oui, mais c'est facile de faire 5 ou 6% par an. C'est un peu la moyenne aujourd'hui, un peu sur les marchés, etc. Oui, c'est facile, mais uniquement si tu n'as pas beaucoup de frais. Donc, tu te rends compte, là, cette personne-là qui a environ 5% de frais ou 6% de frais par an, le problème, c'est qu'elle est obligée de faire 12 par an pour faire que 6 à la fin de l'année. Wow. Et 12, là, c'est une autre affaire. Et là, c'est une autre affaire. Ouais. En fait, quand tu fais 12, tu rentres vraiment dans un marché complètement différent. Il faut aller voir parfois du private equity. Il faut aller voir des classes d'actifs qui sont beaucoup plus risquées, beaucoup plus long terme. Et là, même pour le cabinet ou même pour le conseiller, c'est beaucoup plus dur. Tu ne peux pas faire 12 en mettant même juste 10% de fonds euros. C'est impossible. Donc, nous, ce qu'on va surtout essayer de faire, nous, on ne fait pas de la magie en fait avec nos clients. On ne va pas dire à nos clients, on va trouver un fonds qui est inconnu au bataillon, qui existe depuis 3 jours. Et ce fonds-là, de base, on est le seul cabinet à l'avoir. C'est faux. Nous, notre but, c'est juste de trouver le meilleur contrat, par exemple là en assurance vie, avec le moins de frais possible, pour qu'au final, en fait, là, je réponds à ta question, 1% sur 20 ans, ça fait 20% de frais à la fin. C'est-à-dire 20% de frais sur le total du départ? Sur le total. Donc c'est 20 000 euros en fait. On va dire, imaginons que tu as 100 000 euros d'investis au départ, tu as eu, je sais pas moi, 1% de frais par an, on va dire chaque année,
tu as environ typiquement 1 000 € qui ont été prélevés de frais. En sachant que du coup, si ton patrimoine grossit entre-temps, c'est-à-dire que le frais augmente. Les frais augmentent, etc. Mais Non. prenons le cas où, en fait, à la fin de tes 20 ans, tu as 20 000 € de frais. Okay, si je fais... Ce qui veut dire que tu as fait une performance plate, en fait. Et que finalement, c'est ce que tu disais, ton fonds, il n'a pas fait plus de 6% par an, et donc les frais sont à peu près équivalents à la performance du fonds. C'est ça. Mais si demain, donc 1% de frais par an pendant 20 ans, donc 20% qui ont été, en fait, de ta rentabilité, qui ont été prélevés par des frais, si demain, tu as 3% de frais par an, tu arrives, pendant 20 ans, à 60%. C'est le triple. Et donc, en fait, sur un investissement à 100 000, on passe de 20 000 à 60 000 € de frais. Donc, moi, j'aurais bien aimé que les 40 000 € de delta, au bout de 20 ans, ils soient dans la poche de mon client. Et 40 000 €, c'est beaucoup. Tu vois, surtout que c'est 40 000 € qui sont placés avec intérêt dessus. C'est ça, qui sont placés, et toi, tu vas en avoir besoin à un moment donné. Alors, oui, tu vas me dire, oui, mais peut-être sur un an, moi, je m'en fous des 1% de frais en plus. Ouais, sur un an, c'est pas très grave. Mais si tu le lis sur 20, 15, 10 ans, bah là, vraiment, il y a un écart qui se creuse. Mais pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils veulent se gaver, honnêtement, ils veulent se gaver sur le dos des clients, les différents intermédiaires, ou alors est-ce qu'ils en ont besoin pour vivre? Et toi, du coup, comment tu fais pour, parce que je suppose que tu proposes du coup des frais plus bas, comment tu fais pour proposer ces frais plus bas là où tes concurrents vont proposer généralement des frais, comme tu l'as dit, qui peuvent chiffrer assez rapidement? En fait, la banque déjà a beaucoup plus de charges qu'un cabinet lambda. Donc, quand demain, tu as des conseillers, tu as, je sais pas, un back-office, et on sait comment les banques travaillent, tu as des agences, etc. Déjà, tout te coûte plus cher. Donc, quand ça te coûte plus cher, tu es obligé d'aller chercher des frais un peu à droite à gauche. Donc, la banque, en fait, ils font pas ça, évidemment. Je pense pas. Il faut être vraiment fou pour dire, voilà, on a envie vraiment de récupérer plus d'argent de nos clients pour leur faire du mal, etc. Pas du tout. Mais, en fait, ils ont beaucoup plus de charges. Et quand tu pars de ce principe-là, nous, c'est plus facile pour nous de les challenger. Donc, en fait, faut juste se dire qu'aujourd'hui, la banque, on a historiquement, on va dire, été habitué à travailler parce que ça a été, on va dire, le seul, on va dire, à pouvoir nous conseiller sur des sujets plutôt financiers, etc. Mais c'est vrai que depuis, on va dire, une dizaine d'années, bah voilà, tu as plein d'acteurs, plein de cabinets qui se sont montés et qui essayent un peu de concurrencer, d'aller récupérer un peu de clients de ces banques. Il y a un transfert de clientèle depuis la banque jusqu'au cabinet actuellement? Ouais, de plus en plus. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y a encore uniquement peut-être 1% des Français qui sont vraiment conseillés, on va dire, dignes des cabinets de gestion de fortune ou des banques de gestion de fortune les plus pertinentes aujourd'hui. Tu as aujourd'hui énormément de clients qui sont encore dans leur banque et qui se disent, bah voilà, le banquier, à un moment donné, il va toujours m'aider pour voilà, le crédit de ma résidence principale, pour le crédit de ma résidence secondaire. En fait, c'est une question d'habitude. Ouais. Et en fait, ce qu'il faut faire, et nous, ce qu'on essaye en tout cas de faire, c'est de changer cette habitude-là à nos clients pour leur faire comprendre en fait, que en fait, vous n'êtes pas gagnant, ni financièrement, ni par rapport à vos objectifs, parfois de rester avec eux. Et si on trouve, et ça peut arriver, hein, ça m'est arrivé une fois, voilà, en pratiquement 4 ans, j'ai vu le contrat d'assurance vie typiquement d'un client qui était ultra performant et que je trouvais hyper vraiment diversifié. À ce moment-là, j'ai dit à mon client, restez avec votre banquier, il est excellent, il vous a proposé une très bonne stratégie, ça répond à vos objectifs, donc continuez avec lui. Mais si je vois qu'en fait, le conseiller, il l'appelle une fois par an et en plus de ça, il change tous les 6 mois, en fait, restez pas avec lui. Oui. Au bout d'un moment... Et donc, nous, notre travail, c'est de prendre le client et de lui prendre la main. Alors oui, il ne faut jamais forcer un client, ça c'est sûr, mais c'est au moins de lui montrer par A plus B qu'il y a des choses à faire. Ce que tu dis, ça fait vraiment écho chez moi parce que je sais que ma mère, c'est vraiment exactement ce que j'avais repéré. Elle m'avait montré son assurance vie, bon, on va pas citer les noms, mais j'avais vu des frais qui me paraissaient très élevés. C'était quelque chose comme 3% par an, juste l'assurance vie. Donc je trouvais ça assez élevé, et puis en plus je regardais les produits, je les trouvais vraiment très mal choisis, et je me renseignais un petit peu, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce produit, encore des frais très élevés, et en fait je voyais que sa performance sur 15 ans était flat. Ouais. Donc en fait ça fait quand même pas mal écho chez moi, et je pense qu'il y a beaucoup de gens comme mes parents aussi qui ont cette confiance vraiment un peu aveugle en leur banque. Bien sûr. Mais aussi parce que c'est quelque chose qui s'est transmis de génération en génération. En génération, mais c'est complètement normal. Le conseiller bancaire, c'est la première personne vraiment sur qui on peut se poser quand on a des sujets, on va dire, à étaler, quand on a la volonté de vouloir investir de l'argent. La première personne à qui on pense en premier, c'est le conseiller bancaire. Mais plus trop maintenant, tu vois. Et je suis hyper content, en fait, parce qu'aujourd'hui, tu as énormément
de plateformes comme, voilà, on en a parlé très rapidement tout à l'heure, Finari, Trade Republic, en fait, qui font ce travail aujourd'hui sur le terrain. Moi, aujourd'hui, je suis qu'un tout petit, mais qui font ce travail aujourd'hui sur le terrain, sur les réseaux sociaux, etc., à expliquer, en fait, aux clients, regardez, il y a vraiment mieux à faire. Tu vois. Et finalement, ça retombe sur tout l'écosystème au final. Bien sûr. Et moi, je suis content. Et en fait, mon client, encore une fois, c'est pas celui de chez Finari, c'est ni celui de chez Trade Republic, c'est pas celui qui investit sur un compte titre sur un ETF MSCI World. Mon client, c'est pas lui. Mon client aujourd'hui, c'est celui qui n'est pas du tout conseillé par son conseiller bancaire. Ou qui est mal conseillé. Ou qu'en tout cas, qui est mal conseillé. Voilà. Et moi, il y a une question quand même qui me taraude un petit peu l'esprit, c'est que en France, j'ai l'impression, plus que dans les autres pays, on n'a pas forcément, on n'a pas moins de richesse que les autres pays voisins comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, on est plutôt équivalent, mais j'ai l'impression qu'on est significativement moins bien conseillé. J'ai l'impression qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui commencent à construire un patrimoine et qui n'ont pas la notion de la gestion des finances qui va avec. Alors que voilà, dans d'autres pays, même, je pense aux États-Unis, bon, ça c'est un exemple qui est assez loin de nous quand même, mais il y a ce côté-là vraiment de culture financière, même pour les patrimoines qui sont en vérité assez faibles. Il y a souvent cette culture de l'investissement qui aussi doit faciliter un petit peu ton métier ou l'équivalent de ton métier aux États-Unis. La question c'est pourquoi aujourd'hui il y a cette exception française, peut-être que je me trompe d'ailleurs, peut-être que c'est pas une exception, mais moi j'ai l'impression que c'est une exception. Pourquoi ça existe aujourd'hui de cette manière-là en France? Alors, moi je reste toujours optimiste et je vois que ça bouge. C'est-à-dire, je vois que quand tu conseilles une personne il y a 5 ans et aujourd'hui, c'est pas la même chose et que aujourd'hui la prise de conscience est différente. Maintenant, je trouve qu'on est beaucoup plus lent à la détente. C'est-à-dire que en fait, le temps que le Français parle à son conseiller bancaire, challenge avec un nouveau conseiller en gestion de patrimoine, compare, mette en place, etc. C'est cette étape-là qui prend énormément de temps. Et si tu arrives aujourd'hui à changer un peu ce mindset-là, et limite à être frontal avec ton client, lui dire aujourd'hui ça va pas du tout, d'être limite parfois un peu dur, oui, à un moment il le fera. Donc oui, on est un peu à la traîne, on voit que ça change énormément, mais je pense que tout se fait évidemment par rapport à l'éducation financière, par rapport à notre plus jeune âge. Moi en tout cas, les études que j'ai faites, ça a été des études classiques, école publique, etc., jusqu'à faire une école de commerce. Il y a juste pendant mes années d'école de commerce et en spécialisation finance que j'ai commencé réellement à avoir une vraie culture financière, tu vois. Donc c'est trop tard, en fait. Et donc ça, après, faut rentrer dans l'éducation financière. Enfin, c'est en train de bouger. L'éducation, ouais, c'est en train de bouger. L'éducation nationale pour changer tout ça. Mais je pense que c'est aussi notre travail maintenant à nous, sur les réseaux, via aujourd'hui des influenceurs, etc., d'apporter, si aujourd'hui à l'école on le fait pas, d'apporter ce petit plus. En tout cas, au jour où on parle, là on est du coup en début mai, Ouais. Je crois qu'il y a 3 jours, il y a eu une annonce qui a confirmé que des cours d'éducation financière allaient être proposés à tous les étudiants dès la 4e. C'est super. C'est sûrement un cours très marginal, bien sûr, qui contribuera à avoir une petite partie des enseignements, mais je pense que c'est aussi quelque chose dont on a besoin depuis bien longtemps et que nous n'avions pas du tout en France. Et c'est super, tu vois, de faire ça depuis, on va dire dès la 4e, parce que tu arrives à comprendre un peu, voilà, peut-être un peu ce que c'est les données financières, etc. Mais il n'y a pas que, tu vois, à l'école, parce qu'il y a toutes les personnes aujourd'hui qui sont aujourd'hui peut-être pas assez bien conseillées. Et donc nous, parfois, voilà, Valmontis, moi je me déplace, je vais voir une boîte, une entreprise, il y a 30 personnes en face de moi et on leur remet ces cartes-là en main pour qu'ils comprennent en fait qu'il y a aussi des choses à faire. Donc beaucoup de pédagogie, beaucoup d'éducation et il faut aimer le faire. En fait, tu as des cabinets qui n'aiment pas aussi le faire. Ils vont te dire, voilà, Timothée, vous me faites confiance, on va investir sur tel fonds, tel fonds, tel fonds, et puisque j'ai la carte de conseiller en investissement financier, vous allez me faire confiance. Pas du tout. Le but, c'est de donner aussi à ton client les cartes et de lui expliquer par A plus B pourquoi tu as choisi ces solutions-là, pourquoi ça répond à ses objectifs, et si à la fin des rendez-vous, il n'a toujours pas compris, lui réexpliquer. Moi, je n'avance pas dans une stratégie si le client aujourd'hui, il ne comprend pas voilà, le type de fonds que j'ai choisi, la classe d'actifs qu'on a choisi, le sous-jacent, il faut qu'il soit convaincu. Et si, en fait, tu avances dans une strat, mais au final, le client, il ne comprend toujours pas, ce qui aujourd'hui, je pense, représente l'ensemble quand même des gens qui sont accompagnés. Ok, je fais confiance à mon conseiller. Oui, il va rien apprendre. Donc l'éducation, elle est faite aussi par nous, par le conseiller bancaire, par le conseiller en gestion de patrimoine, etc.
Alors, j'aimerais qu'on change un petit peu de sujet et qu'on parle aussi des erreurs. C'est quelque chose que, enfin, autour de toi, tu as dû sûrement voir beaucoup de fois des très grosses erreurs de placement quand tu as un nouveau client qui vient chez toi. Et aussi qu'on parle des pièges. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a souvent des choses qui paraissent trop belles pour être vraies. Peut-être qu'on peut parler aussi de certains produits. Moi, par exemple, j'avoue que je ne connais pas particulièrement ce sujet, mais je sais qu'aujourd'hui, il y a des fonds de dette privée qui proposent des rendements très élevés, garantis. C'est le genre de choses qu'on entend. Des fois, on entendrait qu'il y aurait 12% de rendement garanti sur la dette privée. Est-ce qu'il y a des vrais pièges comme ça que tu peux relever et qu'il faut déconseiller, on va dire Alors, il y a toujours des petits pièges. On a un métier aujourd'hui avec des formules marketing qu'il faut vraiment regarder, en tout cas apprendre à connaître. Et c'est là où je vais un peu conseiller voilà, peut-être les personnes qui nous écoutent. C'est déjà, si vous êtes stupéfait par les rentabilités qu'on vous présente, si vous êtes stupéfait, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut creuser. Déjà, ça, c'est sûr. Donc, s'il faut creuser, il faut essayer de comprendre pourquoi on a telle ou telle rentabilité. Typiquement, moi, j'ai beaucoup de clients qui m'ont dit, Ilan, regarde, on m'a présenté un produit dans ma banque à 5% capital garanti, avec typiquement un coupon donc de 5% garanti même la première année. Donc, tu avais ton capital qui était garanti et ton coupon de 5% qui était garanti la première année. Donc, top. Le problème de ce produit-là, c'est quand tu creuses, finalement, tu vois effectivement que oui, la première année, c'est bien garanti. Tu vois que le capital est garanti. Mais au bout de la deuxième année, si ton produit continue, et là, c'était le cas, c'était un produit qui pouvait durer maximum 10 ans, si ton produit continue, qu'au bout de l'année, par exemple, N+2, tu avais des conditions pour respecter cette rentabilité-là, tu pouvais, au bout de l'année 2, toucher 0. Donc, en fait, il faut surtout, évidemment, creuser à l'intérieur des produits qu'on vous présente, regarder les petites lignes, capital garanti, rentabilité garantie, parfois pas la même chose, et ça, c'est hyper important. Donc, si votre instinct vous dit « Attention, il faut que je sois prudent, il faut que je me renseigne », renseignez-vous, voilà, allez voir quelqu'un un peu comme moi, il va vous donner un peu son avis, et le but, finalement, c'est à la fin de trouver finalement le juste milieu, tu vois. Et il n'existe pas du tout de produits à haut rendement avec du capital garanti, ça n'existe pas? Alors moi, j'en ai rarement vu, hein, honnêtement. J'ai déjà vu des produits à 7%, toujours avec un capital garanti, 8% capital garanti. On peut te donner encore une fois des coupons qui seront garantis souvent les premières années. Et après, ça l'est plus, c'est ça? Mais après, souvent, ça l'est plus. Et c'est les fameuses petites lignes, tu vois. Donc là, tu m'as parlé un peu de dette privée, mais la dette privée, ça reste quand même risqué. Déjà, il faut comprendre la classe d'actifs. La dette privée, c'est-à-dire que tu prêtes, toi, de l'argent à des entreprises qui en ont besoin. C'est ça le but de la dette privée. Alors, tu as de la dette privée immobilière, tu as de la dette privée d'entreprise. Donc, moi, demain, je vais prêter mes liquidités à une entreprise. Mais attends, comment aujourd'hui cette entreprise-là va me garantir 12%? Imaginons, dans un an, l'entreprise, elle fait faillite. Enfin, ça peut arriver. Tu n'as pas du tout ton argent à ce moment-là. Voilà, à ce moment-là, tu peux... Alors, évidemment, tout dépend évidemment du risque, tout dépend de l'entreprise, etc. Mais tu as toujours un risque. Et c'est pour ça que chaque produit est noté en fait de 1 à 7. 1 étant la note évidemment la plus basse, donc le produit évidemment. Donc ça c'est quoi à 1 par exemple? Par exemple, la dette privée aujourd'hui, tu es plutôt autour de 3-4. D'accord. Donc c'est là où je ne comprends pas en fait, quand on me dit voilà, tu vas chercher de la dette privée avec 12% garantie, en fait c'est rarement possible. D'accord. Voilà. Sinon le produit aurait été rare. Et du coup, c'est intéressant cette échelle de 1 à 7. Globalement, à 1, quel type de produit on va retrouver? C'est de l'euro. Le fonds en euros, du coup. Du fonds en euros, ça va être ton livret A, ça va être... du coup, avec des rendements très faibles. Avec des rendements très faibles. Okay. Et il n'y a pas de mystère. Regardez le SRI de votre produit. Vous tapez le code ISIN, vous allez sur Cantalis, sur Boursorama, vous tapez le code ISIN, et quand tu vois le code ISIN, tu as la note du produit. Et du coup, 2, ça va être les obligations, ce genre de produits. Voilà, tu vas avoir 2, 3, tu vas avoir, on va dire, entre 1 et 3, tu seras considéré comme un investisseur plutôt prudent. Donc là, en fait, tu vas avoir de l'euro jusqu'à de l'obligation. Alors, un peu d'obligation d'État ou d'entreprise, etc. Après, tu vas avoir peut-être un peu de produits structurés, typiquement un peu comme celui que je t'ai présenté à capital garanti. Donc, ton capital, lui, sera toujours garanti, mais parfois, ta rentabilité, elle sera peut-être flat. Donc, tu as un risque, pas de perte en capital, mais un risque de ne pas toucher les coupons.
Donc ça, c'est un peu problématique. Parce que si ton produit est bloqué pendant 10 ans et tu n'as pas perdu de capital, mais tu n'as rien gagné, tu as perdu 2% d'inflation par an, je suis désolé, ça a été un mauvais choix. Tu as perdu de l'argent. En fait, tu as perdu de l'argent. J'aurais préféré investir sur les marchés actions sur 10 ans, moi. Tu vois et du coup, les marchés actions, c'est où sur cette échelle de 1 à 7? Et les marchés actions, tu es entre 4 et 6 aujourd'hui. D'accord. Et à 7, c'est quoi? C'est les Et à cryptos, 7, ça va être la crypto, ça va être on va dire, des classes d'actifs hyper volatiles. Ok, très clair. Et là, question vraiment de cas pratique, mais concrètement, est-ce que tu peux nous raconter une fois où il y a un client qui est venu en te présentant son patrimoine et tu as vu une erreur, mais flagrante, monumentale, qui lui coûtait peut-être de l'argent, et si oui, à combien ça a pu s'élever Alors, des erreurs flagrantes, en fait, nous, il n'y a vraiment aucun jugement avec nos clients, parce qu'on voit des petites erreurs, on ne voit pas de très grosses erreurs, à part quand vraiment, effectivement, là, le client, je dis une bêtise, il a reçu, je sais pas, un héritage de 500 000 euros, et que depuis 10 ans, ces 500 000 euros, ils restent sur son compte en banque. En général, par prise de conscience, le client, il sait qu'il doit faire quelque chose un peu avec ses liquidités. Donc, ils le font par eux-mêmes. En général, ça coûte combien là, par exemple, dans ton exemple précis, 500 000 euros sur 10 ans sur un compte en banque, concrètement, ça coûte combien en termes d'inflation comment tu pourrais évaluer ça? Alors, l'inflation, elle bouge. Hein. Tu as eu des années en 2023, 2020, on va dire après le Covid, 2023, 2024. Tu as eu des années à 5, 6, voire 10% d'inflation. Alors nous, ça ne nous touche pas énormément parce que c'est sur des sujets, sur des secteurs évidemment comme sur différents points et ça qui ne nous touche pas. Nous, ça va être surtout par exemple l'énergie, etc., l'alimentaire. Maintenant, il y a plein de sujets qui ne nous touchent pas. Mais tu vas avoir aujourd'hui, on va dire, une moyenne d'inflation entre, on va dire, 2,5%, on va dire, d'inflation par an. Donc, il faut, encore une fois, si demain, tu as 500 000 euros qui sont investis, il faut déjà que chaque année, tu fasses minimum 2,5. Et si tu rajoutes ça, en fait, aux fameux frais qu'on a vus tout à l'heure, en fait, encore une fois, tu dois rattraper ce retard-là. Donc, te donner un chiffre concret, combien ça coûte, tout dépend évidemment des années, mais il faut aller rattraper évidemment cette inflation aujourd'hui à pratiquement 2,5 par an. Ça, c'est obligatoire. Ouais, parce que si on se pose, c'est-à-dire que si ça prend 2,5% par an, sur 500 000 euros, c'est-à-dire que tu perds 12 500 euros en fait par an en vérité. C'est ça, voilà. Ok, donc là, ouais, et puis après, il faudra adapter en fonction du capital qui reste, mais oui, donc au final, je pense qu'on peut, en ne s'avançant pas trop, dire que ça va coûter des dizaines de milliers d'euros en termes de pouvoir d'achat, de garder cet argent sur un compte en banque, c'est ça. De le placer ne serait-ce que sur un fonds en euros en fait. C'est ça, et moi aujourd'hui, j'ai plein de clients aujourd'hui qui laissent leur liquidité parfois sur des vieux PEL. Ça aussi, gros red flag, si vous avez aujourd'hui alors des PEL, alors les très très vieux sont encore très pertinents, je trouve, parce qu'aujourd'hui, tu as une garantie en capital avec des rentas dans les années, on va dire 70 à 90, avec des bonnes rentas. Autour des années 2000, commencez vraiment à challenger votre PEL. Voilà, on va dire, tu as à peu près 1,5-2% de renta, 2,5 peut-être. Mais à ça, tu payes aussi ta flat tax, qui a aujourd'hui augmenté, qui est plus à 30%, plutôt à 31 et quelques. Et là, le problème, en fait, c'est que c'est de l'argent qui dort et qui est pratiquement en dessous du niveau d'inflation. Et du coup, alors, là, on a vu toutes les erreurs. Donc, globalement, on retient que tout ce qui est PEL, il faut challenger à partir des années 2000, comme tu dis. Ouais. Il y a le CEL aussi, je crois que c'est PEL, CEL, la même chose. Ouais. En fait, vous allez même sur Internet, vous tapez tableau PEL, CEL, et vous avez, en fait, quand est-ce que vous avez ouvert votre PEL avec la rentabilité du PEL, et la colonne de droite, vous avez en fait le taux auquel vous pouvez emprunter, parce que le but d'un PEL, c'est un plan d'épargne logement, donc c'est-à-dire le taux auquel vous pouvez emprunter si demain, vous voulez évidemment avoir un crédit pour votre résidence principale. Sauf que le problème aujourd'hui des taux, en fait, qui étaient figés à l'époque dans les années 2000, il est équivalent typiquement au taux d'aujourd'hui. Donc en fait, moi, ce que je dis à mes clients, ne gardez pas ni votre PEL, CEL, déjà vous avez 2% de renta, en plus de ça, vous payez votre flat tax, et en plus de ça, vous avez un taux demain, si vraiment vous voulez l'utiliser pour acheter votre résidence principale, qui est finalement au-dessus, voire au même niveau du taux auquel on peut emprunter aujourd'hui, qui est autour de 3,5. Wow. Donc aucun intérêt. C'est dingue, je savais même pas qu'on payait la flat tax sur les gains du PEL. Ouais. Où tu payes pas ta flat tax aujourd'hui, ça va être sur tous tes livrets. Ouais. Et encore, on sait comment l'État aujourd'hui peut... ça pourrait changer. Pourrait évidemment, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, tu as énormément d'épargne au cœur, on va dire, des patrimoines du français. Tu as pratiquement 6 000 milliards, c'est le double de la dette.
en France. Le calcul est vite fait. En Donc, fait, regarde la dette, donc le patrimoine. tu sais, moi demain, je travaille là-bas, je me dis, attends, on a 3 000 milliards de dettes, il y a 6 000 milliards chez les Français. Au bout d'un moment, c'est là où il faut aller un peu récupérer. Donc, livret A, etc., tu payes pas ta fiscalité, mais sinon, de ton compte à terme, de ton PEL, ton CEL, ton compte titre, tu payes ta fiscalité. Voilà. Ok. Et du coup, bon là on a vu du coup toutes ces erreurs-là. On retient PEL, CEL, l'argent qui dort sur un compte. Ouais. Même le fonds euro, en vérité, le livret, on peut peut-être mettre ça aussi dans les erreurs ou du moins Alors, pas optimiser. Pas trop une erreur parce que regarde, aujourd'hui, tu as des très bons fonds euros. Nous, on travaille avec différents assureurs. Par exemple, là, on travaille avec Generali Patrimoine. Et Generali Patrimoine, aujourd'hui, propose à nos clients qui ouvrent leur premier contrat d'assurance vie chez eux des fonds euros boostés. Alors, pendant 2 ans, hein, oui, c'est limité. Il y a toujours ce petit astérix, tu sais. Mais pendant 2 ans, à hauteur de 5,4% brut par an. Donc, si imaginons tu as 0,9% de frais de gestion sur ton fonds euro, bah, tu arrives quand même à 4,5%, tu vois. 4,5% de rentabilité nette sur un fonds euro. Là, faut aller le récupérer, tu vois. Et il est là, en fait, mon conseil. Tu vois, nous, on n'est pas rémunéré sur le fonds euro. Mais si je trouve que toi, Timothée, aujourd'hui, tu as un peu de liquidité qui dort, voire tu as un excès de trésorerie sur tes livrets, je vais te dire, bah, tu sais quoi, on va prendre une partie de tes livrets qui dort et on va les mettre sur un fonds euro boosté. C'est la même chose. Ça sera autant liquide. Tu pourras les récupérer quand tu veux. Et en plus de ça, bah, c'est 3 fois plus rentable. D'accord. Tu vois ? Le livret, c'est quoi aujourd'hui? C'est 1%, ça? C'est 1,5% à peu près. Et du coup, sur ces fonds euros boostés, tu peux aller chercher du 3-4%? Ouais, tu peux aller chercher du 4 à peu près, 4%, 4,5%. Alors, brut de fiscalité. Si tu retires la fiscalité, tu veux récupérer tes sous, bah, tu déduis la flat tax, tu arrives environ à 3. Donc, ça reste déjà 2 fois plus intéressant. C'est clair qu'avec la baisse du livret A, c'est hyper intéressant. Voilà. Après, je vais pas passer 2 heures avec un client pour lui dire qu'il faut tout mettre en fonds euros. Oui, bien sûr. Enfin, je pense que j'ai d'autres utilités à lui proposer. Donc oui, dans une stratégie, c'est bien de mettre un peu de fonds euros boostés, mais il n'y a pas que ça. Et du coup, en parlant de tout ça, parce que tu nous parles des stratégies, globalement aujourd'hui, c'est quoi les bons piliers d'une stratégie patrimoniale? C'est-à-dire que toi, comment tu répartirais à peu près cet argent? Est-ce qu'il y a un pourcentage, par exemple, que tu fixes pour les actions, pour les obligations? Est-ce que ça dépend vraiment du profil? Est-ce que tu as le profil sécure, le profil plus agressif, plus jeune, peut-être qu'il y a plus d'horizon de placement? Comment tu visualises ça et comment tu définirais En moyenne, pour que tu saches, que ça soit une banque ou un cabinet de gestion de patrimoine, va prendre, on va dire, plus de risques sur à peu près 60% de l'allocation, entre 50 et 60% de l'allocation, où en général, tu es, on va dire, exposé au marché financier, donc aux actions. Okay, le reste, bah, ça va être sur de l'oblig ou de l'euro. Okay, si, en fait, demain, on nous fait confiance, tu vois, avec Valmontis, bah, dans la logique des choses, nous, on va retirer un peu de frais. Donc, si on retire plus de frais, on peut retirer une partie en actions pour mettre un peu plus en euros ou en fonds obligataires. Et donc, dans cette logique-là, nous, ce qu'on estime aujourd'hui, c'est qu'avec une stratégie plutôt avec 60-70% sur l'euro ou sur de l'obligataire, tu peux aller chercher parfois les mêmes rentas que, en fait, ton conseiller qui t'a présenté finalement la stratégie avec 2 fois plus d'actions. Donc voilà, tu as 50-60% vraiment d'actions et plutôt 40%. Ah non, de risques. C'est pas d'actions forcément. Ouais. Est-ce que tu as d'autres classes d'actifs? Tu as les actions, peut-être que tu as d'autres classes d'actifs qui sont parallèles à ça? Bah, tu as les actions, tu as un peu de dette privée aujourd'hui, tu as du private equity, fonds de fonds, etc. Ça, tu peux en mettre aussi. Après, tu en as qui mettent aussi un peu d'immobilier, des fois dans leur contrat d'assurance. Sous forme de SCPI, par exemple. Sous forme de SCPI, etc. C'est pas ce que je recommande. Pour la simple et bonne raison, c'est que tu vas avoir plus de frais de gestion. Autant détenir tes parts de SCPI en direct. Tu auras les frais de gestion en fait de la SCPI. Et en plus de ça, bah, tes loyers, ils sont pas pris en... Enfin, tu récupères que 70 à 80% des loyers, donc tu récupères pas la totalité. Mais on va dire dans une stratégie, on va dire globale, moi aujourd'hui qui vise, on va dire le bon père de famille et qui me connaît pas, en fait, je vais lui dire mais attendez, on va pas prendre aujourd'hui énormément de risques. On va prendre finalement le même risque que vous avez aujourd'hui, qui est en fait peut-être une grosse partie aujourd'hui sur de l'euro, sur du monétaire, sauf qu'on va en fait récupérer ces liquidités-là et essayer d'aller chercher le même niveau de risque que ce que vous avez déjà mis en place, mais avec 2 à 3 fois plus de rentabilité. Il est là mon travail. Je vais pas essayer de dire à mon client, on va chercher 3 fois plus de renta, mais pour aller chercher 3 fois plus de renta, on va chercher 3 fois plus de risque. C'est pas logique. Bien sûr. Tu vois.
Donc vraiment, tu t'adaptes vraiment à la stratégie du client aussi. C'est ça. Donc je suppose que voilà aussi en fonction de l'âge, peut-être que si tu as un client qui commence à avoir 50, 60 ans, tu vas pas lui proposer la même chose, tandis que l'horizon de placement n'est pas le même qu'un jeune de 30 ans par C'est exemple. ça. Et en fait, on revient en fait sur le même sujet qui est l'horizon de temps. Tu vois, c'est combien de temps tu as devant toi pour qu'à un moment ces liquidités te seront utiles. Tu vois. D'accord. Et si ton objectif c'est payer les études des enfants ou en fait transmettre ces liquidités là à un moment donné, bah en fait les fonds c'est pas les mêmes que tu choisis à l'intérieur. Super intéressant. Et sur les périodes de crise, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ouais. Moi je connais des gens aussi qui gèrent des patrimoines des fois ou qui gèrent des fortunes. Et j'ai l'impression que la période de crise, c'est un peu la panique à bord. Tout le monde appelle. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu moins 15%. Qu'est-ce qui se passe? Toi, du coup, en période de crise, est-ce que la stratégie peut changer? Par exemple, est-ce qu'il y a un transfert des actifs risqués vers des actifs moins risqués? Ou alors, est-ce que tu te dis, on garde la stratégie sur le temps long, on la maintient parce que dans tous les cas, c'est du long terme. Enfin, comment tu visualises ça et comment tu te comportes en fait? Alors, on en a rapidement parlé tout à l'heure sur moi, mon comportement avec mes clients. En général, quand il y a une crise, évidemment, bah, le meilleur mot à avoir, en tout cas, à annoncer à ses clients, c'est pas de panique, tu vois. Pas de panique, pourquoi? Parce qu'encore une fois, on répond à son objectif principal. Son objectif principal, c'était de répondre à tel objectif. Donc, on a du temps devant nous. Okay, ça, c'est le premier élément. Maintenant, ensuite, bah oui, peut-être parfois, tu as des arbitrages à mettre en place, que ce soit en temps de crise comme en temps finalement où les marchés se comportent extrêmement bien. Là, typiquement, ça m'est arrivé avec un client de voir en fait que les marchés se comportaient extrêmement bien, qu'on avait des indices comme le MSCI ou le S&P 500 qui étaient à des plus hauts historiques, qui le sont pratiquement aujourd'hui, mais qu'on avait en fait cette fameuse crise avec le détroit d'Ormuz qui allait arriver. Et donc, je lui ai dit finalement de récupérer une partie de ses plus-values, d'attendre un peu que la crise se passe, et ensuite potentiellement de réinvestir au moment où finalement ça se stabilise. Donc, nous, notre travail, c'est quoi? C'est juste, en fait, d'aller chercher, en fait, finalement, toutes les informations qu'on peut avoir à l'extérieur pour essayer, finalement, de prendre la meilleure décision pour le client. C'est aussi simple que ça. Mais si on voit que ça ne vaut pas le coup de changer ou de faire un arbitrage, et qu'on reste finalement, en fait, sur le chemin qu'on a choisi ensemble avec le client, en fait, il n'y a aucun intérêt à avoir de la panique, lui transmettre cette panique-là, et en plus de ça, lui dire que si on fait un arbitrage, on va dévier finalement un peu notre chemin. Donc on n'est pas non plus sur cette stratégie de on ne fait rien, on laisse passer la tempête. Il y a quand même une gestion active où on réfléchit aussi à la situation. On comprend. Il y a toujours notre rôle aussi d'avoir en fait cette fameuse pédagogie avec nos clients pour lui expliquer pourquoi on reste sur cette ligne-là et si on bouge finalement cette ligne, pourquoi on le fait. C'est aussi simple que ça. Et d'un côté, je ne sais pas comment tu vois la chose, mais souvent on entend aussi que les périodes de crise, c'est aussi les meilleures opportunités. En fait, c'est à ces moments-là que les marchés sont généralement les moins chers, les moins valorisés, donc potentiellement qu'il y a les meilleures actions à mettre en place. Toi, du coup, tu vois aussi ça comme des opportunités quand on a des crises? Alors, oui, je vais répondre à ta question en deux temps. La première, c'est que oui, quand évidemment les marchés sont très bas, il y a peut-être des opportunités à aller chercher. Mais encore une fois, je réponds maintenant au deuxième point, c'est que nous, on n'est pas des traders. Nous, notre travail avec mon client, c'est pas de lui dire, voilà, on va investir aujourd'hui sur LVMH, qui est en gros à 477 aujourd'hui, et dans 6 mois, on va attendre que l'action remonte peut-être à 520 ou 530. C'est pas ça. On va pas faire en fait du stock picking avec nos clients. Donc, l'objectif avant tout, encore une fois, c'est oui, d'aller saisir des opportunités quand il y en a, mais encore une fois, de se dire que quand tu ne connais pas un cabinet comme le nôtre, au départ, on va aller sur des choses plutôt sécures, plutôt garanties, où on va aller vraiment te montrer qu'on peut aller chercher parfois 2 à 3 fois plus de rentabilité que les livrets traditionnels. Et s'il faut prendre un peu plus de risques, là, on le prendra. Et alors, une question plus personnelle, mais toi, du coup, tu gères des patrimoines, donc de beaucoup de personnes, des gens qui sont plus riches, beaucoup d'autres moins riches. Et toi, aujourd'hui, Ilan, comment tu gères ton propre patrimoine? Est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que tu t'appliques les mêmes règles à tout le monde? Ou alors, est-ce que tu vas te permettre, par exemple, plus de risques? Parce que tu vas dire que tu as un horizon de placement long, parce que tu as des connaissances plus approfondies. Comment tu gères ton patrimoine à toi? Alors, mon patrimoine, déjà, je le gère, en tout cas, comme si je gérais finalement un peu le patrimoine de mes clients. C'est-à-dire que, déjà, moi, quand je vais gérer mon patrimoine, déjà, je vais avoir le côté aussi émotionnel à vouloir mettre en place les convictions personnelles que j'ai, ce qui n'est pas le cas avec mes clients. Quand j'ai une conviction personnelle, typiquement sur une action,
je vais pas la transmettre à mon client. On n'est pas là pour, on n'est pas au loto. Donc, je vais vraiment séparer moi, Ilan, le conseiller, et Ilan qui fait évidemment ses investissements. Donc, ça, c'est la règle numéro 1. La règle numéro 2, c'est que en fait, moi, je suis comme tout le monde. Parfois, je me trompe. Parfois, je fais des erreurs. Quand il s'agit évidemment d'investir typiquement en action, il y a des moments où les marchés sont baissiers. Mais encore une fois, je respecte mon horizon de temps. Donc, je suis pas pressé. Et voilà, j'investis. Aujourd'hui, j'ai une assurance juive, c'est un assureur avec qui je travaille, qui est Generali. J'ai mon petit PEA chez Bourseau. Et voilà. Et donc, je vais vraiment, je suis un peu comme tout le monde. Alors, j'ai pas des trucs magiques, hein, mais le but avant tout, c'est vraiment d'aller chercher finalement les meilleurs outils. Et c'est aussi mon travail de les transmettre aussi à mes clients. Alors moi, j'ai une toute dernière partie à cette interview. Après, on passera au mini-jeu. On va préparer quelques mini-jeux. C'est une partie qui me paraît très importante parce que c'est souvent quelque chose qu'on entend et moi j'ai envie d'avoir ton avis là-dessus. C'est qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des assureurs, des banques, parfois aussi des conseillers qui se rémunèrent en vendant des produits. C'est aussi une grosse manière de se rémunérer. Généralement, c'est soit en appliquant des frais, soit en vendant des produits et toucher des commissions sur ces produits-là. Et du coup, souvent, on critique un peu ce côté non impartial des conseillers. Souvent, ils vont conseiller les produits de leurs clients, enfin de leurs prestataires, je sais pas comment on pourrait appeler ça, de leurs partenaires. De leurs partenaires. Et pas forcément toujours le meilleur produit. Toi, comment tu vois ça? Comment Valmontis se rémunère? Et qu'est-ce que tu garantis à tes clients dans le choix des actifs que tu recommandes? Alors, encore une fois, nous, on se rémunère uniquement par les partenaires avec lesquels on travaille. Donc, que ce soit Goldman, Rothschild, Generali, un peu que je t'ai cité. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais. Tu n'appliques pas de frais sur tes clients. Il n'y a pas de frais aujourd'hui sur les. En tout cas, il n'y a pas de surfacturation avec le cabinet. Il y en a des frais, mais ça sera les frais du partenaire. D'accord. Donc, si en fait, toi, demain, Timothée, tu me fais confiance, je ne vais pas te rajouter de frais d'entrée, de frais d'arbitrage ou de frais de versement. Donc, Valmontis ne touchera rien sur le fait que tu rajoutes de l'argent à ton contrat, typiquement. Mais tu auras un peu de frais peut-être du partenaire. Et moi, mon travail, c'est quoi? Ça va être de négocier ces frais-là chez le partenaire pour qu'ils soient les plus avantageux pour toi. Et le fait demain de t'apporter en tant que client à Goldman ou à Generali, eux, ils vont me rétrocéder une commission en tant qu'apporteur d'affaires. D'accord. Voilà. Et donc, en fait, c'est là où le métier, après, il est... on entend beaucoup de choses, évidemment, dessus. C'est que tu as évidemment des rétrocessions parfois qui sont énormes, où, en fait, on se dit, mais pourquoi, aujourd'hui, le client ne toucherait pas plus de renta? Parce que c'est aussi simple que ça. C'est parce que la rétrocession est trop importante. Mais de l'autre côté, faut pas oublier que le but, avant tout, c'est de bien conseiller son client. Donc, peut-être négliger un peu la partie frais du conseiller pour, en fait, avoir de la crédibilité aux yeux du client, surtout les premières années. Tu vois? Donc, je préfère que mon client gagne un peu plus au départ, lui montrer typiquement qu'on est transparent, qu'on ne prend pas de frais, et évidemment, pour créer évidemment ce climat de confiance au fil des années. Et comment tu arrives à garantir ça auprès de tes clients? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as le choix entre plusieurs produits, entre guillemets, et c'est ce qu'on disait un petit peu en off aussi, il y avait ce côté-là de, comme tu as le choix entre plusieurs produits et que globalement c'est à peu près la même chose en fonction du partenaire, tu peux quand même choisir les meilleurs produits parmi tes partenaires et tu te sens pas forcé de recommander des produits que tu jugerais pas bons, par exemple. Nous, on est complètement indépendants finalement dans le choix des partenaires déjà. Si j'ai envie de travailler avec 1000 partenaires, je travaille avec 1000 partenaires. Capitalistiquement aussi, on n'a pas de banque avec nous. Donc, on ne nous impose pas des produits. Donc ça, c'est hyper important aussi à faire comprendre à nos clients. C'est la différence avec les banques, en fait. C'est la différence avec les banques. Ouais. La banque en elle-même, quand elle va te proposer, je sais pas moi, n'importe quel type de contrat, elle va te proposer les unités de compte de sa propre banque. Tu sais, les fameux frais de gestion d'unités de compte qu'on a parlé tout à l'heure, autour de 2-3%. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir les meilleurs produits de chaque banque. Donc, un peu comme un comparateur de prix, quand tu regardes tes vols sur Internet, tu vas comparer tous les vols pour aller à Tokyo. Nous, on va faire la même chose avec tous les produits du marché. Et on va sélectionner finalement les meilleurs produits issus de la gestion de fortune pour les présenter à nos clients. Alors aujourd'hui, ça peut être tel produit, mais peut-être dans 6 mois, l'opportunité, elle sera sur un autre produit. Ok, c'est très intéressant. Et une toute dernière question pour cette section, c'est est-ce qu'il y a des produits aujourd'hui que tu refuses par principe? C'est-à-dire, est-ce que des fois, il y a des partenariats où tu dis, ah là, honnêtement, ces produits-là, ils ne me conviennent pas, j'ai pas envie de les proposer à mes clients, donc je refuse le partenariat, malgré parfois une commission qui peut être alléchante peut-être. Moi, aujourd'hui, par exemple, je me définis pas du tout comme un cabinet de défiscalisation, par exemple. C'est pas quelque chose que je fais du tout. Alors, je fais un peu
de PER, de plan d'épargne retraite, parce que je trouve que ça reste une enveloppe pertinente pour certains clients qui ont des hauts revenus, qui ont une grosse, en tout cas une tranche marginale assez élevée. Mais je ne vais jamais présenter, par exemple, de Pinel ou ce qu'on appelait à l'époque des Robiens, etc. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des produits immobiliers défiscalisants, tout simplement. En général, le problème de ces produits-là, donc tu achètes de l'immobilier qui va être défiscalisé par la suite, mais tu achètes déjà très cher. Tu pourras le revendre qu'à partir d'une certaine année, donc parfois année 6, année 9. Et le problème, c'est que quand en fait tout le monde revend, tout le monde revend en même temps, et donc le prix du marché baisse un peu. Donc, ce n'est pas des produits qu'on présente nous à nos clients. Nous, on va surtout vraiment présenter des produits plutôt classiques que le client surtout arrive à comprendre surtout rapidement. Et sinon, à part ça, on fait un peu de tout. On va moins aujourd'hui se présenter comme un acteur important dans le secteur, par exemple, de la crypto-monnaie. Enfin, c'est pas un sujet aujourd'hui. C'est quelque chose que tu ne proposes pas à tes clients? Qu'on va pas vraiment proposer à nos clients parce que c'est pas aujourd'hui dans le cadre d'un bon père de famille. Aujourd'hui, un bon père de famille, quand il va penser sécurité, il va pas penser Bitcoin. Il va pas penser, encore une fois, action, encore une fois, stock picking, LVMH. Même si on travaille avec des partenaires donc on peut présenter nos clients à des partenaires qui sont meilleurs que nous sur ce sujet-là. Mais tout ce qui va être sur des sujets parfois trop volatiles, donc la crypto-monnaie, ou des produits trop défiscalisants parce qu'on trouve que c'est pas intéressant, c'est pas ce qu'on fait en gestion de fortune. Un client aujourd'hui qui a 5 millions d'euros, il va pas acheter 4 Pinel. Enfin, j'ai jamais vu ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qu'on fait dans une banque de gestion de fortune. C'est on regarde l'immobilier. Est-ce qu'on fait du locatif, on fait pas de locatif? Est-ce qu'on achète, je sais pas, des murs? Est-ce qu'on achète un peu des SCPI? Et comment finalement on gère le patrimoine financier? Et dans ce patrimoine financier, de l'oblig, de l'euro, un peu de private equity, et un peu de dette privée, etc. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le début d'une longue série avec de nouveaux intervenants. À très bientôt.